Bonjour à tous et à toutes et bonjour aux confrères, aux consoeurs journalistes francophones du monde entier qui participent à cette session sur l'intelligence artificielle. Je pense que je viens lancer la diffusion en direct dans le groupe privé sur Facebook, donc c'est ça qui vous entendez des sons sonores, dont je viens de désactiver le son, donc ça devrait pouvoir marcher. Alors, merci à tous les confrères et les consoeurs qui nous ont suivis depuis le début du lancement de ce sommet mondial Empowering the Truth 2024. C'est un sommet mondial sur comment lutter contre la désinformation et comment offrir aux journalistes des expertises pour pouvoir faire face à la désinformation et diffuser des contenus fiables, diffuser des contenus et rendre la vérité virale. Nous avons commencé cette session avec le directeur de l'école publique de journalisme de Tours, avec Laurent Bigot. Ensuite, nous avons eu la session avec Éric Naron, qui nous fait encore le plaisir ou ce privilège de participer à cette seconde session. C'est un honneur pour nous de vous savoir toujours, que vous puissiez répondre toujours à chaque fois à nos appels, partager des compétences et des conseils aux journalistes, leur offrir des expertises. Je crois que c'est une bonne chose parce que ça participe de la formation même des journalistes qui est un enjeu très important. Merci à ceux qui nous rejoignent. La formation sera très intéressante, je vous le promets. Vous découvrirez avec Monsieur Eric comment exploiter l'intelligence artificielle ou comment utiliser l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle peut vous être utile dans l'exercice de votre métier, comment faire de l'intelligence artificielle non pas une menace, mais plutôt un allié dans l'exercice de votre métier en tant que journaliste. Donc, c'est comme nous avons l'habitude de le faire, ce sera 1 heure de formation et vous avez les 30 dernières minutes au cours desquels vous pouvez poser des questions si vous les avez. Aussi, aujourd'hui, le formateur le décide, il peut aussi répondre au fur et à mesure que les questions viennent. Mais je pense que c'est aussi mieux d'avoir un temps pour répondre aux questions et un temps au cours duquel vous écoutez ce qu'il a préparé pour vous. Donc, pas de longue présentation, juste vous rappeler encore une fois que les participants, ceux qui ont assisté à au moins 3 des 4 sessions, ces personnes, ce sont ces participants ou participantes qui seront éligibles aux subventions que nous offrirons pour développer des projets multimédia qui innovent dans la diffusion de l'information factuelle. Éric Naron, vous le connaissez déjà, mais peut-être que c'est la première fois que certains viennent de le découvrir. Il est l'ancien président de l'Association européenne de formation en journalisme, c'est bien ça, et aussi l'ancien directeur adjoint de l'Institut pratique de journalisme de l'Université Dauphine. C'est un plaisir et il est journaliste depuis les années 2000, ça fait déjà plus de 20 ans, plus d'une vingtaine d'années qu'il observe le monde des médias, un monde qu'il connaît bien, qui ne lui est pas étranger. Donc, en tout cas, bonne session en sa compagnie. Merci beaucoup. Ben, quelle présentation, Cossi. Merci beaucoup. C'est effectivement une grande joie de vous retrouver. Avant de commencer, Cossi, est-ce que vous pourriez m'autoriser à partager mon Bien, écran? bien sûr, je le fais tout à l'heure, je le fais tout de suite. J'ai prévu quand même que vous voyez des choses un peu différentes que ma barbe blanche, parce qu'effectivement, ça fait bien longtemps ça fait bien longtemps que je suis journaliste, et j'ai passé quand même une bonne partie de ma vie à former des journalistes. Je vais y venir tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler de comment utiliser l'IA générative. Euh, voilà, que j'ai appelé défis et possibilités parce que j'aime bien les mots un peu valises, mais ça va nous permettre aussi de voir quels sont les défis, ce qui fonctionne pas, et les potentialités. Donc voilà, comme Cossi vous l'a dit, moi je m'appelle Eric Naon. Mes domaines sont le journalisme, le conseil, la formation, conseil en médias. Pendant les 2 tiers de ma vie professionnelle et encore aujourd'hui, je forme des journalistes ou des étudiants en journalisme.
à l'IPJ Dauphine, bien entendu. J'ai aussi le bonheur d'intervenir chaque année au CESTI à Dakar. J'ai présidé l'EJTA, mais aujourd'hui, voilà, je suis indépendant. J'anime des formations, je conseille des médias, je conseille des entreprises sur les réseaux sociaux, l'utilisation de l'IA, et je fais la guerre à la désinformation, ou en tout cas, j'essaye. Voilà, donc vous aurez accès à cette slide, et donc vous avez ici mon mail, hein, comme les uns et les autres. Voilà, certains m'ont écrit à la suite de la formation d'il y a 2 semaines. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre, mais je vais le faire et je vais répondre à tout le monde, c'est promis. Voilà, donc nous allons maintenant commencer. Toutes les images que vous allez voir ont été générées par l'IA, parce que voilà, parfois j'ai presque pris plus de temps à générer les bonnes images qu'à écrire le contenu des supports. L'objectif de cette formation va être réellement de travailler autour de la compréhension de l'intelligence artificielle générative, et ensuite vous donner les clés pour une bonne utilisation. Et ensuite, dans les questions, dans les temps de questions-réponses, nous allons, euh, nous allons bien sûr essayer de discuter de l'IA en fonction de vos besoins. Mais je pense que d'abord, on est encore dans une période, hein, depuis 2 ans, où on a, en tout cas moi je sens le besoin d'expliquer d'abord ce qu'est l'IA générative. Donc on va travailler en 4 temps. D'abord comprendre l'IA, ensuite les implications avec les phénomènes de fake et de désinformation, hein, pour être sur la suite de ce qu'on a vu il y a 2 semaines. Une partie très importante qui va être de comprendre le phénomène de l'hallucination de l'intelligence artificielle, et ensuite éthique et conseils pratiques. Donc, on va essayer d'aller assez vite. La première chose, c'est que l'IA, ce n'est pas magique. Voilà, désolé. On ne peut pas faire n'importe quoi avec, ou on peut faire n'importe quoi, mais on ne peut pas tout faire avec. L'IA, c'est technologique, et on va voir dans les slides suivantes comment ça fonctionne. Une chose est certaine, vous allez travailler avec. L'IA, c'est j'aime pas trop ces mots de révolution, etc., parce qu'on a vu des modes dans le journalisme. On a travaillé avec Flash dans les années 2000. On a utilisé un réseau social en pensant que c'était l'avenir, machin. Puis finalement, ce réseau social s'est cassé la figure. Et puis après, on a pensé à Facebook. Et puis après, Facebook est plus à la mode. Et puis maintenant, on est beaucoup sur LinkedIn. Et puis Twitter, c'était le Graal. Et puis aujourd'hui, Twitter, c'est devenu n'importe quoi. Bref, c'est un problème. Donc, mais l'IA, l'arrivée de l'IA est pour moi quelque chose d'analogue à l'arrivée des micro-ordinateurs dans les rédactions. C'est quelque chose qui va changer énormément de choses, et il faut absolument, absolument s'en emparer. Vous allez enquêter avec l'IA. Vous allez vous servir de l'IA pour scraper des données, pour comparer des choses, pour faire des tableaux. Et pour cela, vous allez écrire avec, que ça vous plaise ou non. Vous allez générer des images avec, vous allez analyser des images. Il y a beaucoup de modules. Vous allez retranscrire du texte, enfin de l'audio en texte, ou vice-versa. Vous allez écrire des scripts qui vont devenir des vidéos. C'est ce qui va vous arriver. Et donc pour ça, puisque vous allez travailler avec, vous devez le comprendre. Alors, j'utilise indistinctement le terme il ou elle pour une intelligence artificielle. En anglais, j'utilise it parce que c'est une chose, quoi qu'on essaye de vous faire croire. On va commencer par une définition de l'intelligence artificielle. Euh, c'est un mécanisme, c'est un algorithme qui dépend de l'apprentissage profond, c'est-à-dire que les machines sont entraînées avec des données. L'apprentissage profond, c'est un type d'apprentissage automatique qui va consister à entraîner des réseaux de neurones. Alors tout de suite, de quoi il me parle, on en viendra après. C'est des types d'algorithmes qui vont être entraînés par des jeux de données, et on va les apprendre à reconnaître des modèles et à faire des prédictions sur la base de grandes quantités de données. Et on a développé quelque chose qui s'appelle le deep learning,
on en parle, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On appelle ça de l'apprentissage profond, c'est-à-dire que on va soumettre des gros jeux de données. Donc, l'exemple que je prends assez régulièrement, c'est on va apprendre à une caméra, à un algorithme, à reconnaître une tomate et un concombre. Une tomate, c'est rouge et c'est rond. Un concombre, c'est long et c'est vert. Donc, c'est simple. Donc, pour ça, on va donner plein d'images de tomates et on va lui dire ça, c'est tomate, ça, c'est tomate, ça, c'est tomate. Et puis d'autres avec ça, c'est concombre, ça, c'est concombre. Et puis, on va montrer d'autres fruits. On va dire, on va pas dire ça, c'est une pêche ou ça, c'est une banane. On va lui dire ça, c'est pas tomate. On va lui dire ça, c'est pas concombre. Ça commence comme ça. Donc, ça, c'est l'apprentissage automatique simple. Le deep learning, c'est qu'arrivé à un tel nombre de données, l'algorithme va se dire que de toute façon, quoi qu'on lui montre, c'est pas tomate. Et ensuite, il va reconnaître tomate assez facilement. Pour ça, on va utiliser tout un tas de données et on va faire appel à des réseaux de neurones, c'est-à-dire que l'architecture de l'ordinateur, ou en tout cas l'architecture des serveurs et des modèles, va ressembler, ou en tout cas va essayer d'être le plus proche possible de l'apprentissage du cerveau. C'est pour ça qu'on parle aussi d'intelligence artificielle, même s'il n'y a rien d'intelligent au sens humain dedans. L'intelligence humaine, c'est la capacité d'apprendre et d'inventer. L'intelligence artificielle, c'est la capacité d'apprendre et de restituer. Donc, attention à ça. Hein, quand on parle, on a aussi, on parle d'artificial intelligence, et donc on traduit par intelligence artificielle. Mais quand on parle de la CIA, la Central Intelligence Agency, on ne dit pas que c'est le centre américain de l'intelligence. C'est le centre américain de collecte des données. Donc attention aussi au double sens du mot intelligence et à la traduction un peu facile en français et au fantasme qu'on peut avoir par le côté le robot qui va prendre notre place, etc. On va beaucoup en parler. Donc l'intelligence artificielle est utilisée dans diverses applications telles que la reconnaissance d'images, reconnaissance faciale, on adore, les reconnaissances de parole, le traitement du langage naturel, ce qui est extrêmement important et notamment avec d'énormes progrès qui sont faits, pas seulement dans les langues ou dans lesquelles il y a beaucoup de données, le français, l'anglais, l'allemand, etc., mais aussi sur ce qu'on appelle des lower resource language, donc des langues avec peu de données, comme le zoulou, comme les langues autour des Grands Lacs. Et il y a beaucoup de startups qui sont en train de travailler à des plus petits modèles de langue pour travailler avec ces langues-là. Donc, ce qui va être quand même très intéressant pour les uns et les autres et avoir des modèles dans quelques années sur vos téléphones qui pourront tourner et travailler à la voix et travailler avec des langues natives, des langues autochtones. Donc ça, c'est absolument, ou vernaculaire, comme on dit. Voilà, donc ça va être super. Les applications de l'intelligence artificielle sont très vastes. Justice, santé, aide à la décision, avec dans l'entreprise, avec des grands jeux de données de tout ce qui s'est passé avant, je vais dire n'importe quoi, mais du cours du blé, du cours de l'argent, du cours des minéraux, etc. L'intelligence artificielle va prédire des scénarios possibles qui vont aider ensuite les humains à prendre des décisions pour les entreprises. Donc, les bases de l'apprentissage profond, je vais aller assez vite sur le côté technique parce que ça va vous ennuyer et ce n'est pas le jeu, mais quand même, je vais en parler un tout petit peu. Le réseau de neurones artificiels, donc les algorithmes d'apprentissage profond utilisent des réseaux neuronaux artificiels, donc c'est inspiré du cerveau humain, comme je vous le disais, pour analyser et traiter l'information. Ces neurones vont interagir entre eux, ce qui va créer en fait une espèce d'émulation. Et ensuite, le réseau neuronal va être formé sur des vastes jeux de données, sur des vastes ensembles de données, ce qui va leur permettre d'apprendre des modèles et de faire des prédictions précises. On s'arrête là. Ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on est sur de la prédiction. Ça va être très utile quand on va essayer de comprendre les phénomènes d'hallucination et les phénomènes aussi de ChatGPT. Je parlerai beaucoup de celui-là, mais il y en a d'autres. Donc, à quoi ça sert? La reconnaissance d'images. Donc, reconnaissance faciale, reconnaissance d'objets, très utile pour les aveugles, très utile pour les voitures autonomes quand elles arriveront, très utile aussi pour les caméras de surveillance. On est très content, vous y penserez à chaque fois que vous ferez ça
pour déverrouiller votre téléphone, vous vous rendrez compte aussi que ce sont les mêmes technologies qui peuvent servir les gouvernements ou des entreprises pour faire de la reconnaissance faciale. Intéressant aussi le traitement du langage naturel, hein, il permet aux machines de comprendre et de générer du langage humain, ce qui facilite ainsi les tâches telles que la traduction linguistique, que la traduction de langue, pardon, et les chatbots. En Europe, je ne sais pas si c'est déjà le cas en Afrique, je pense que ça l'est tout pareil, mais à chaque fois que vous êtes sur enfin pour beaucoup de fois, vous allez travailler avec vous allez poser des questions à un chatbot pour avoir des horaires de bus ou de train ou que sais-je. Euh, 70% du travail est fait par des algorithmes qui vont vous répondre comme si c'était un humain. Et pour des questions un peu plus complexes, là, vous allez avoir un humain. Et l'apprentissage profond sert surtout à l'analyse prédictive, c'est-à-dire que les algorithmes d'apprentissage profond peuvent analyser ces vastes ensembles de données pour prédire les résultats et prendre des décisions qui sont fondées sur les données. Vous voyez bien que moi, dans ma perception des choses, la machine aide l'homme. Mais pour ça, il faut comprendre à quoi ça sert. C'est comme n'importe quel outil, ce que j'explique assez régulièrement. Vous avez un marteau, vous pouvez complètement construire une maison enfin une maison simple, ou une cabane, disons, avec un marteau, mais vous pouvez aussi la détruire si vous tapez tout. Donc, c'est à vous de voir comment vous souhaitez utiliser l'outil intelligence artificielle. Venons-en à ChatGPT. ChatGPT, c'est cet algorithme, cette interface, cette application qui vous permet de converser avec une IA, en tout cas en prenant l'apparence d'une conversation humaine. C'est extrêmement bluffant, c'est complètement intuitif, mais ça va révolutionner, et pour le coup, je n'emploie pas ce mot à la légère, notre manière d'exercer, de faire, d'enseigner et d'apprendre le journalisme. Ça va changer énormément de choses parce qu'aujourd'hui, et je suis désolé de vous le dire, mais vous ne pouvez pas être moins bon que ChatGPT. Ça définit un nouveau standard. Et que vous fassiez de la radio ou de la télévision, vous ne pouvez pas être moins bon que lui. Donc, c'est un challenge incroyable parce qu'il va falloir nous pousser le curseur pour trouver des angles pertinents, pour écrire différemment, pour écrire mieux, parce que l'essentiel du boulot, il va être fait, il va pouvoir être fait avec ou à l'aide d'un logiciel comme ChatGPT, Bing, Bard, enfin voilà. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne à la prédiction. Donc, on a un langage, on a un modèle de langage qu'on appelle un LLM, Large Language Model. C'est un outil d'intelligence artificielle capable de lire, de résumer et de traduire des textes et de prédire les mots à venir dans une phrase. Qui va permettre de générer des phrases similaires à la façon dont les humains parlent et écrivent. Donc, je reprends un petit peu. Quand vous tapez un SMS sur iPhone ou sur Android, ou que vous êtes sur WhatsApp, salut, comment va? Il va vous dire tu. Ou j'espère que tu vas, il va répondre et il va vous prédire le mot bien. Ce qui peut être assez amusant, assez pratique, mais c'est exactement la même idée. C'est-à-dire que nous allons avoir, il va se dire, alors, la meilleure chose à propos de l'intelligence artificielle, c'est son aptitude à donc apprendre, prédire, faire, comprendre ou fabriquer. Et il va vous dire qu'il y a 4,5% de chances que ce soit apprendre. Donc, il va vous mettre apprendre parce que c'est la plus forte probabilité. Ça, c'est intéressant et on y reviendra plus tard. On comprend qu'on est sur de la probabilité. Il va écrire et générer ce qui est le plus probable à partir de ces données. À quoi ça sert? Quelles sont les possibilités? Moi, je crois au journalisme augmenté. Je crois que ces outils vont nous permettre d'améliorer l'efficacité et notre productivité dans les salles de rédaction. Ma première utilisation
de ChatGPT a été un prompt, donc une commande assez simple. Bonjour, écris-moi un article sur le marché de l'immobilier à Paris, parce que j'habite Paris, sur l'année 2019, parce qu'on était en 2019, pour un quotidien populaire. Vous avez sans doute tous essayé ces logiciels. On voit, et ça c'est un des génies, on voit l'article se rédiger sous nos yeux. C'est absolument génial. Il y a un effet magique là-dedans qui est extraordinaire. Et ce qui m'a bluffé, il y avait des erreurs, clairement. Mais il m'avait, il m'avait tombé toute une V1. Donc ensuite, je me suis dit, tiens, je vais aller jusqu'au bout. Il avait compris l'information principale, l'accroche, il avait compris l'écriture journalistique dans son ensemble, la pyramide inversée. Euh, et je me suis dit, donc, OK, je vais vérifier les chiffres. Je vérifie les chiffres, quelques erreurs. OK. Pour le reste, on était dans un lignage correct. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est que quand on est un peu exercé finalement à l'écriture journalistique, je me suis dit, bah tiens, entre le premier et le deuxième paragraphe, je mets une citation. Au milieu de l'article, je mets une citation. Et juste avant la chute, je mets une citation d'un agent immobilier. Donc, en fait, j'ai continué la simulation en disant, bon, combien de temps ça me prendrait de trouver quelqu'un qui veut acheter un appartement? Combien de temps ça me prendrait à tomber sur un agent immobilier? Et combien de temps ça me prendrait de tomber sur la personne sur un notaire ou sur quelqu'un qui connaît bien, sur un expert de l'immobilier? Il dit, bon, bah, dans un article comme ça, court, je mets 3 citations, 3 verbatim, ça me prendrait une demi-journée, là où un article comme ça me prendrait une journée entière. Je me dis, bon, c'est pas non plus l'article que j'ai envie d'écrire de toute ma vie. Donc, ça me permettrait aussi de travailler plus efficacement là où finalement l'écriture est parfois un peu accessoire. Parce que ce qui importe nos lecteurs, c'est d'avoir des articles qui sont écrits de manière lisible. Pas forcément, hein, je sais pas, on ne met pas non plus beaucoup d'affect dans chaque article. Donc, c'était assez intriguant. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est la gestion de communautés automatiques, c'est-à-dire la création et la curation automatisée de contenu. C'est-à-dire qu'il va vous créer des commentaires, il va vous créer des posts LinkedIn, des posts Facebook, etc. Ça, c'est absolument génial. Et puis, il peut aussi vous indiquer des contenus à trouver. Sur l'année 2023, j'ai dû faire 4 ou 5 gros posts LinkedIn. Ils étaient tous rédigés par l'intelligence artificielle, avec les bons emojis, avec le ton, le machin, etc. Et puis, j'ai fait des threads aussi sur Facebook, sur Twitter. Il m'a généré ma série de tweets, en 10 tweets, etc., etc. Donc, c'est très facile et c'est très intéressant et ça vous fait gagner vraiment du temps. Et ensuite, plus intéressant encore, ça va vous permettre d'améliorer l'analyse des données et ça va permettre aussi de travailler en investigation. Si vous rentrez différents tableaux des rapports d'activité, et c'est là la fonction la plus géniale de ces modèles type ChatGPT, quand vous prenez les versions payantes, il est capable de prendre un PDF de 50 pages, mettons, et de vous sortir les infos les plus importantes en fonction de vos besoins. Il est capable aussi de vous rédiger un abstract, c'est-à-dire un résumé très court. Il est capable de processer ces données pour vous. Donc, c'est la fin du stagiaire, c'est aussi la fin des nuits à analyser des données. Vous les avez dans les minutes qui suivent. Donc, ça, c'est quand même extraordinaire. Ça va mettre beaucoup de stagiaires au chômage dans les cabinets de conseil, mais c'est déjà en cours d'utilisation. Vous rentrez un tableau Excel, il vous sort toutes les données et tout ce qu'il y a à dire, et il vous fait un commentaire écrit. Chiffre du chômage ou que sais-je. C'est très intéressant. Parce que là, il y a peu d'erreurs. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec l'IA? On peut euh, écrire automatiquement des brèves, des petits articles. On peut, à partir de données intéressantes, commencer à faire un scénario de podcast. On peut faire un scénario de
je parle juste en texte, hein. Un conducteur d'émissions télé, il peut vous automatiser des tâches un peu ingrates qui sont pas mal, hein, vous faire à partir des informations, par exemple, imaginons à partir de dépêches, il peut, si vous sélectionnez 5-6 dépêches et vous lui dites écris-moi un flash radio d'une minute, il vous le fait dans la minute, vous n'avez plus qu'à le lire. Après, vous l'adaptez dans votre voix, c'est pas mal. Vous faites quand même l'essentiel du travail journalistique. Vous sélectionnez l'information, vous la hiérarchisez, et lui, il vous le rédige, il vous l'ébrève. Après, ça dépend si on a envie de le faire ou pas. Mais en tout cas, il est capable de le faire. Certaines applications IA vont vous permettre de passer de l'audio au texte et du texte à l'audio, ce qui peut être pratique, avec de la voix qui est plus en plus, de plus en plus affinée, hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas sûr que vous ne soyez pas en train de parler à un avatar, ma foi. Euh, il va pouvoir vous générer du texte, ça je l'ai dit, il va pouvoir vous réduire du texte. C'est là-dessus qu'il est le plus bluffant, sur la réduction de texte, parce qu'il réduit du texte en gardant les informations essentielles. Et ça, justement, avec ces mécanismes de prédiction, c'est absolument formidable. Analyser des PDF et puis générer des images d'illustration, des générations de vidéos, hein. On a vu les dernières innovations d'OpenAI, l'entreprise qui est derrière ChatGPT, avec un produit qui va s'appeler Sora et qui est capable de générer des vidéos très bluffantes, voilà, très proches de la réalité, mais qui peuvent être des vidéos d'illustration. Ici, par exemple, l'image qui s'affiche est une image générée par ordinateur, hein, comme toute, dans laquelle j'ai marqué un journaliste robot écrit un article. Voilà. Et j'ai demandé à ce qu'il ait le signe distinctif du journaliste, donc avec le chapeau et la carte de presse sur le chapeau, qui est un peu une des images récurrentes du journalisme américain des années 50. Sur la génération de texte, donc vous avez plusieurs, j'ai gardé 3 outils que vous pouvez utiliser de manière gratuite et payante. Vous avez Mistral AI. Alors Mistral AI, c'est une entreprise française qui fait des très bons, des très bonnes. C'est un concurrent très sérieux de ChatGPT. Vous avez évidemment ChatGPT qui est américain. Mistral AI, il utilise des données ouvertes, donc c'est un peu plus intéressant parce que vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez d'où viennent les données et vous savez où elles vont. ChatGPT, vous ne savez pas d'où viennent les données. La plupart des données ont été volées aux journaux, par exemple. Et tout ce que vous mettez dedans reste sur ChatGPT. Ça, c'est un vrai problème. Si vous rentrez des données sensibles et confidentielles, elles vont nourrir l'algorithme de ChatGPT. Ce qui veut dire qu'il va apprendre de ces données et les recracher. Donc, si vous, prendre l'exemple de Cossi, Cossi, imaginons que tu travailles sur une entreprise véreuse au Togo et que tu rentres à peu près à des documents confidentiels que tu as reçus d'une source anonyme, tu les rentres dans ChatGPT pour les analyser comme je t'ai dit de le faire, et là, il y a quelqu'un à Bangalore qui peut faire des recherches équivalentes et qui va tomber sur tes infos. Donc, ça peut être vraiment problématique en termes de sécurité des sources et de propriété des données. Ce que vous écrivez vous appartient, mais appartient aussi à ChatGPT. Ça n'appartient plus à personne. Troisième outil, c'est Copilot de Microsoft. Vous tapez Copilot Microsoft dans une barre de recherche et vous avez un outil qui vous permet donc de converser, un agent conversationnel, mais qui va également vous permettre de travailler avec Word, PowerPoint et tous les outils Microsoft. Ça va devenir quelque chose d'extrêmement puissant. J'ai mis en plus une entreprise française qui s'appelle Philips, qui travaille avec les journaux. Alors, pour le coup, ce n'est pas une solution personnelle, c'est un outil pour les rédactions. Sylaps va vous permettre d'automatiser dès la rédaction d'articles, mais à partir de données qui sont vraies. Par exemple, ils ont travaillé sur des élections municipales et avec Le Monde ou avec France Bleu ou avec le journal Le Monde ou avec des radios. Et au moment où les résultats sont connus, il génère un article. C'est-à-dire il va écrire des modèles d'articles, mais à partir des données qui seront 100% fiables et réelles. Et ça, c'est absolument fantastique.
Et Claude Deloupi, qui a monté ça, est un véritable passionné d'IA. Et il a coutume de dire que lui, il fait l'anti-ChatGPT parce que tout ce qu'écrivent ces machines, c'est vrai et c'est sûr et certain. Parce que ça a été, les données ont été fournies par des journalistes et donc ça a été vérifié. Voilà. Euh, on peut aussi générer de l'image. Et ça peut être aussi absolument génial. Alors, évidemment, s'il y a des photographes dans la salle, ils vont me jeter des cailloux, ils auront raison, mais euh, ils pourront se concentrer sur du reportage et sur des images absolument importantes et intéressantes plutôt que de faire toujours les mêmes images d'illustration. Ah, ici, je ne sais pas dessiner, mais je sais écrire. Et j'ai écrit dans Idéogramme, notamment, Idéogramme qui permet d'avoir de l'image et du texte. J'ai joué autour de journalistes africains qui combattent la désinformation avec des caméras, etc. Et j'en ai des dizaines d'images comme ça, avec Empowering the Truth marqué. Et donc, il m'a fait ça. Donc, j'ai pas retouché l'image, mais il m'a fait une image un peu bande dessinée, un peu image de propagande que je trouvais intéressante. Dans les principaux moteurs de génération d'images, je voudrais parler de Makifa, qui est une start-up de l'Est de l'Afrique, si ma mémoire est bonne. Non, d'ailleurs, ils ne sont pas dans l'Est, mais vous retrouverez ça. Donc, Makifa, au départ, c'est une start-up, je crois, togolaise, qui, a commencé à prendre des photos pour avoir des représentations africaines, parce que dans les banques d'images pour la presse, il y avait très peu de représentations africaines. Et ils ont commencé à développer de la génération d'images, hein, comme Midjourney, Ideogram, Dali, Canva ou Freepik, mais spécifiquement débarrassé des biais de l'algorithme, parce que quand vous nourrissez une IA, vous la nourrissez avec des données. Et donc, si vous nourrissez l'IA avec des données d'hommes blancs, eh bien, il va vous refaire des représentations d'hommes blancs systématiquement. Et donc, Makifa s'est dit, je ne me reconnais pas dans ces générations d'images, donc je vais inventer un outil dans lequel on va éviter les stéréotypes autour de l'Afrique. Et donc, pour avoir une représentation plus juste des différentes cultures du continent africain. Je vous le note parce que c'est vraiment quelque chose à suivre. Voilà. Sinon, vous avez Midjourney, qui est une des générations d'images les plus connues, tout comme Dali, qui fonctionne avec ChatGPT. Et vous avez aussi une solution gratuite qui s'appelle Canva, qui permet aussi de générer des images, et Freepik. Je reviendrai après sur comment on fait, c'est-à-dire le système du prompt et comment on va écrire pour générer le meilleur texte ou la meilleure image. Ce qu'on peut faire, je vais aller assez vite également là-dessus. Donc, ce que vous pouvez faire avec les logiciels d'image, c'est summarization, c'est-à-dire du résumé, des explications simplifiées, de la personnalisation, de l'idée et de l'inspiration. Vous pouvez faire votre petit ping-pong que vous feriez avec un collègue, mais avec ChatGPT. Donc, euh, ChatGPT, je cherche à renouveler les questions que je pose habituellement à des sportifs. Ou trouve-moi 10 angles pour un sportif. Je vais interroger Lionel Messi. Quelles sont les questions que je peux lui poser? Ah, ces questions sont trop classiques. Est-ce que tu pourrais pas me trouver quelque chose qui ne soit pas people? Est-ce qu'il a marqué 6 buts en un match? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Et donc, comme vous le feriez avec un collègue, vous allez pouvoir brainstormer avec ça. Vous allez aussi pouvoir automatiser des demandes d'articles quand vous avez des articles à écrire. Attention, parce que on va avoir, et pour les raisons que je vais vous donner dans quelques minutes, on va avoir des problèmes de qualité, des problèmes de vérité, des problèmes d'hallucination, donc on va faire attention. On ne connaît pas les sources, on ne connaît pas ces sources, donc on ne sait pas d'où il sort ces informations. Par contre, il va vous les donner, ChatGPT et les autres, d'une manière très péremptoire. C'est-à-dire que la qualité d'écriture est telle qu'il va vous le dire comme un prof qui va vous dire c'est comme ça et pas autrement. Donc attention, attention au plagiat,
attention aux biais dont j'ai parlé. C'était développé par des Californiens ou des hommes blancs. L'algorithme a des biais, donc attention. Et attention à ne pas le prendre pour un humain parce que c'est un vrai problème. Et attention enfin à la sécurité informatique et au copyright. Je vais assez vite là-dessus, mais vous avez compris que c'est aussi à manier avec des pincettes. Et vous êtes journaliste, vous devez systématiquement vérifier les infos que va vous donner ChatGPT. ChatGPT, c'est pas Google. Hein. ChatGPT génère du texte. Il ne va pas générer du vrai. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Donc, vous vérifiez et vous remplacez parfois ce qui est faux par le vrai. C'est très important. Une utilisation intéressante des outils d'intelligence artificielle, c'est une application qui s'appelle Applied, qui va détecter des signaux faibles dans les datas avant que ça devienne de l'info. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça va, quand vous êtes en veille sur Twitter X, vous allez vous dire, tiens, il y a beaucoup de gens qui vont tweeter avec cette ville et il se passe quelque chose là-dessus. Que de likes. Il va se passer des choses là-dessus et donc il y a peut-être quelque chose. Voilà, un tremblement de terre, une émeute, que sais-je. Et donc cette application va automatiser ces choses-là et va voir sur les différentes plateformes sociales ce qui se passe et va vous dire attention, il y a beaucoup de gens à Baltimore aux États-Unis. euh, il doit y avoir une catastrophe. Voilà, pour parler l'exemple d'hier. Parce qu'il y a plein de gens qui ont tweeté, qui ont mis des vidéos, etc. Et ça va vous permettre de gagner un temps absolument fou dans des endroits où il n'y a pas de journalistes. Voilà. Donc ça, c'est une des applications importantes de l'intelligence artificielle. Allez, on va aller un peu vite parce qu'on en a déjà parlé. Euh, la post-réalité, les fake news, la désinformation. Aucune de ces images n'est vraie. Hein, vous vous rappelez, je vous l'ai dit, le pape François n'a jamais mis une doudoune de haute couture et ce robot n'a jamais existé, même si je le trouve absolument choupiné. Les défis qui sont posés par l'ère de la post-réalité, des considérations éthiques dans le journalisme d'IA, les biais algorithmiques et leur impact sur la couverture de l'actualité. Ce n'est pas l'algorithme qui va décider ce que vous devez couvrir. Attention. Euh, et attention à équilibrer l'automatisation avec le jugement et l'expertise des humains. C'est extrêmement important. Et à partir du moment où on parle d'IA partout, il va falloir maintenir l'intégrité journalistique et la veille. Mais comme vous êtes des fact-checkers accomplis, ça va être assez facile. La principale question, c'est qu'est-ce qui est vrai? Ou non, cet homme n'a jamais volé dans les airs. Hein, donc la montée très rapide des fake news et des deepfakes. Une vraie nouvelle peut ressembler à un canular. Et là, on est dans la confusion la plus totale. Et la désinformation peut être vraiment plausible. Allez, on y va. Pardon pour les yeux sensibles. Euh, les images peuvent choquer, oui, non. Enfin, en tout cas, vu de France, non. Mais ça peut heurter certaines sensibilités. Donc, je prends un petit peu des pincettes, mais mon but n'est pas de heurter la sensibilité des gens. Nous avons un magazine qui, dans les années 70, était un magazine de charme, qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui, qui s'appelle Playboy et qui s'est relancé. Et on avait une ministre euh, qui a fait la couverture de Playboy. Je vois ça le 1er avril, il y a un an. Et je vous jure, je me dis, on ne sait plus quoi faire. Et donc, le magazine montre l'image tronquée en disant, regardez qui fait la couve de Playboy, la ministre. Ah bon, bon, ça ne peut être qu'une blague. Dans la même journée, je vois l'image entière, celle que vous voyez, avec la ministre dans une pose subjective, avec un tatouage marqué 49.3, qui est une mention à la Constitution française qui permet de passer des textes sans le vote de l'Assemblée. Donc là, moi, je regarde ça. Le 1er avril, en plus, c'est un samedi, donc je suis sur mon téléphone, je regarde ça, je comprends rien. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises encore? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire, les internautes? C'est vraiment n'importe quoi. Et je referme le truc en me disant, c'est vraiment nul, etc. Sauf que, sauf que c'était vrai. La ministre a bien fait la couverture de Playboy.
Donc déjà, on nage en plein délire. Sauf que la vraie couverture, c'est celle que vous voyez, avec les photos ici qui sont bien plus sages que celles que vous avez vues auparavant. Donc, l'information à laquelle je ne croyais pas était vraie, et finalement, la couverture avec laquelle j'aurais pu croire était fausse, c'était un photomontage, etc. Fait en 3 coups de cuillère à peau. Donc là, on nage en plein délire et on nage en pleine post-réalité. Je ne sais plus, même moi qui suis un professionnel de l'information et de la désinformation, je ne savais plus ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Voici une photo du général confédéré Ulysse Grant, sudiste. Cette photo n'a jamais existé. Elle a été prise en studio. Et ensuite, en arrière-plan, il y a un montage de 2 photos. Donc, en fait, on a 3 photos pour une, hein. Ça a été fait avec des papiers, du ciseau, de la colle. Facile. Très facile. Une photo de Joseph Staline avec son bras droit. Son bras droit qui a été exécuté et qui a été purgé, sorti de l'histoire. Et donc, au moment de passer une photo de Staline, on a enlevé purement et simplement le monsieur. On a repris, d'ailleurs, vous voyez que Staline, il est un peu comme ça. Alors aujourd'hui, ça nous fait marrer. On a un peu rigolé et on a recadré la photo pour permettre d'enlever le monsieur et avec des ciseaux et de la colle. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut jouer au jeu des 7 erreurs. C'est très facile. Aujourd'hui, moi, je fais ça avec un smartphone et avec mon pouce. Voilà. Plus besoin de Photoshop, plus besoin de quoi que ce soit. Je fais ça avec mon pouce. Là, en bas, à la place du bras droit de Staline, c'est mon ancien patron, mon camarade directeur de l'IPJ. C'est fait avec un iPhone, avec une application qui s'appelle Remove Background et une autre application gratuite qui s'appelle Pixelaire. Et j'ai copié, j'ai mélangé les 2 images et c'est facile. Et puis ensuite, j'ai ajouté des couches pour salir un peu l'image et ça nous donne ceci. Alors, je m'amuse beaucoup, je mets mes enfants sur la Lune, je transforme ma fille en panda, c'est absolument fantastique, mais c'est très perturbant parce que si on inonde les réseaux sociaux, c'est très, très facile. Parce que comme on sait, ce n'est pas la qualité technique qui va marcher, c'est aussi le fait d'y croire et l'émotion qu'on va mettre dedans. On a vu ça il y a 2 semaines. Donc, la photo originale sur la droite, le découpage, et ensuite, on s'est un petit peu amusé. Ça nous amène à l'hypertrucage des deepfakes. J'accélère. C'est une technique d'image qui est basée sur l'intelligence artificielle. C'est du faux contenu basé sur les algorithmes de deep learning. Donc, on a à droite, parce que là, bon, c'est peut-être des références que les plus jeunes d'entre vous n'auront pas. On a sur la droite l'acteur Jack Nicholson dans les années 70 dans le film Shining, et il a été remplacé par un autre acteur sur la gauche qui s'appelle Jim Carrey. Voilà. C'est facile, c'est la même image, mais on a juste changé le visage. Très facile. Et ça nous amène à faire des deepfakes absolument savoureux ou catastrophiques, parce que quand votre directeur de la rédaction vous appellera en vidéo pour vous dire d'arrêter telle ou telle investigation, vous ne pourrez pas être sûr que c'est lui ou pas. Allez, laquelle de ces 2 photos est vraie? On va aller vite. Aucune des 2 n'est vraie. Ce sont 2 photos entièrement générées par ordinateur à l'aide d'une application qui s'appelle This Person Does Not Exist. Donc, vous tapez This Person Does Not Exist sur votre barre de recherche préférée. Vous arrivez directement sur une application qui va générer systématiquement, à chaque fois que vous allez rafraîchir, il va vous sortir une fausse photo. C'est génial. Ça vous permet de faire des faux profils LinkedIn, ça vous permet d'arnaquer les gens. Au départ, c'est un projet de recherche. Et la question que je me suis posée, c'est c'est quoi la base de données? Ben, la base de données, c'est vous qui l'avez donnée. C'est moi. Toutes les photos que j'ai pu mettre sur Facebook, par exemple, et qui sont revendues ensuite parce que vous n'avez pas regardé les contrats de licence où vous êtes inscrit, et toutes les photos sur les réseaux sociaux peuvent alimenter ces logiciels de génération d'images ou de reconnaissance faciale. Alimentés aussi par les petits challenges. Moi, il y a 10 ans, moi, aujourd'hui, ah là là, j'ai pris cher, et ça permet à l'algorithme de comprendre qu'il s'agit de la même personne
et donc va vous permettre aussi de vous reconnaître, que vous ayez des lunettes, pas de lunettes, une barbe, pas de barbe, etc., etc. Cette photo également est fausse. Elle a été faite avec Midjourney. On peut le faire aussi avec idéogramme. J'ai juste prompté de manière un peu folle le truc. Donc le prompt, ce qu'on appelle le prompt, c'est la ligne de commande, l'invitation, la ligne de commande qui va vous permettre de générer un texte ou une image. De la plus simple, pourquoi le ciel est bleu, à je suis instituteur dans une classe de maternelle et je dois expliquer à des enfants de 5 ans pourquoi le ciel est bleu. La réponse sera différente. Et je suis un physicien prix Nobel de physique et je dois écrire un discours pour la remise du prix Nobel devant des scientifiques confirmés et je veux leur expliquer pourquoi le ciel est bleu. Et vous aurez 3 réponses différentes, plus techniques ou moins techniques en fonction d'eux. Pensez bien à cet exemple quand vous devrez écrire des prompts, parce que parfois, le prompt demande beaucoup de temps et il faut beaucoup de prompts. Par exemple, vous vous rappelez peut-être du logo au début, j'ai mis le logo de mon entreprise de conseil. J'ai fait une centaine de prompts pour arriver à ce logo-là. L'image-là m'a demandé beaucoup, beaucoup de prompts et beaucoup de connaissances photo. Parce que photo en noir et blanc, réaliste, prise avec un Leica ou prise avec un Canon, ça n'a pas la même rendu. Donc pris avec un Canon 5D, fond noir, façon studio hardcore, pris de face, détail réaliste et en même temps cyberpunk. Donc voilà, tout un tas de choses qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de votre prompt. Si vous mettez juste une vieille femme cyberpunk, vous n'aurez pas du tout la même chose. Voilà. Et si vous faites en mode illustration, vous pouvez faire illustration façon de Salvatore Dali, façon Picasso, façon. Donc, amusez-vous d'abord avec des choses que vous connaissez, avec des héros que vous connaissez, par exemple, pour commencer à jouer avec. Et puis ensuite, vous faites façon Dali, façon photo, real live action. Et puis, inspirez-vous aussi des prompts des autres. Ça va vous donner des idées. Parce qu'au départ, on n'a pas d'idée. Donc, le prompt, c'est un nouveau talent d'écriture. Et ça tombe bien, l'écriture est notre métier. Donc, on a une petite longueur d'avance sur les autres. Donc, amusez-vous à rendre ChatGPT plus accrocheur, plus critique, plus drôle. Donc, pareil, quelles sont les causes de l'inflation telles qu'elles pourraient être expliquées par le lauréat du prix Nobel, Milton Friedman. Tu es un humoriste, ceci, enfin voilà, enfin amuse-toi à me décrypter l'actualité de façon drôle. Jouer avec pour qu'il puisse t'inspirer de ça. Moi, sur une session de ChatGPT, je lui ai nourri avec tous mes articles pour qu'il écrive des articles dans mon style, notamment sur les articles de musique. Les articles étaient un peu datés, mais c'était très intéressant. Voilà, pour prendre le ton du journal, par exemple. Donc ça, c'est pas inintéressant pour faire vos V1 et gagner du temps. Pour Midjourney ou les applications d'images, par exemple, l'image que vous voyez, le prompt est wide angle, vintage photo, d'un style bohème. Alors ça marche aussi en français, mais après, vous le traduisez en anglais. Donc, d'un espace extérieur avec une ambiance années 60, des objets un peu mystiques, des bougies, une photo un peu vintage, donc c'est d'où les couleurs, une image centrée, nette et avec beaucoup d'ornements, un peu cinématique, réalistique, réaliste, etc., etc. Donc HD. Donc voilà, vous mettez tous ces petits mots-là et ça va vous donner une autre photo que si vous écriviez comme les comics des X-Men dessinés par Jack Kirby ou comme les comics de Spider-Man dessinés par. Et là, vous auriez une autre ambiance. C'est pas, euh, c'est quand même assez étonnant. Donc, comme je le disais, un bon prompt, c'est beaucoup d'essais. Là-dessus, un bon prompt, c'est beaucoup d'essais. Et donc, pour avoir des bons résultats, il faut faire beaucoup de prompts au départ. Et puis après,
c'est assez facile. Plus vous êtes précis, meilleur sera le rendu. Fournissez un contexte clair, des répliques. Plus vous allez lui donner à manger et plus la réponse sera satisfaisante. Moi, je serais curieux tout à l'heure, là, quand je terminerai, je serais assez curieux d'avoir votre point de vue sur ces utilisations-là et vos idées. Voilà, c'est pour ça que j'accélère un peu. Je veux finir vraiment dans les temps pour qu'on ait un temps d'échange d'une demi-heure et d'avoir un peu vos idées de ce qu'on peut faire avec toutes ces choses-là. Alors, on va arriver à l'hallucination de l'IA. Donc, une petite récap, on se rappelle comment ça fonctionne. La meilleure chose à propos de l'intelligence artificielle, c'est son habilité à prédire, apprendre, fabriquer, comprendre ou faire. Attention les yeux. Maintenant, on va parler du concept d'hallucination. Désolé Kossi, je sais que tu es fatigué et ça ne va pas t'aider. Mais, hop, et maintenant vous avez l'image qui bouge, etc. quand on va parler d'hallucination. Le phénomène d'hallucination dans l'intelligence artificielle générative fait référence à une situation dans laquelle une IA est capable de générer des données ou des informations qui semblent réelles, mais qui sont en fait complètement fausses ou fictives. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ce phénomène peut se produire quand l'IA est entraînée sur un vaste ensemble de données, mais qu'elles sont biaisées ou non représentatives de la réalité. Donc, l'idée, c'est qu'il va vous donner une réponse fausse avec un ton vrai. Donc, elle va inventer une date de naissance. Moi, par exemple, je lui ai demandé, écris-moi la biographie d'Éric Naon, qui est directeur adjoint de l'école de journalisme machin, président de l'ESTA. Et il m'a rajouté 10 ans. Il a inventé des rédactions dans lesquelles je suis passé parce que c'était plausible. Il a inventé des livres que je n'ai pas écrits et qui n'existent pas parce que c'était plausible. Donc, comme disent les autres, ça fait réfléchir. Voilà. Donc, l'IA, je le redis, l'IA génère du texte, mais elle ne génère pas du vrai. Le texte peut être complètement faux. Le travail de l'IA générative, c'est de générer du texte, comme le travail de l'IA générative image est de générer de l'image, mais pas du vrai. C'est là que notre travail devient intéressant. Donc, ça fonctionne sur des bases de proba. Elle génère des textes probables et non des informations réelles. Voilà, à moins d'avoir vraiment une base de données en bois massif, quoi. Mais pour le reste, faites attention. Voilà. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, comment prendre des mesures pour détecter et prévenir les hallucinations dans l'IA générative? Certains disent que c'est possible. La plupart des chercheurs que j'ai rencontrés pour mon podcast me disent que le phénomène d'hallucination est inhérent à celui de l'intelligence artificielle. Donc, on va pouvoir le réduire, mais il y en aura toujours. Donc, travailler avec des bases de données plus réduites va réduire l'hallucination, mais ne va pas la supprimer. Travailler sur la finesse des données va réduire l'hallucination, mais pas du tout. Plus on va avoir des données et plus le texte généré sera long et plus il y a un risque d'hallucination. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est vraiment, je pense, un des trucs à bien comprendre aujourd'hui quand on veut utiliser ces choses-là. Les conséquences de l'hallucination, c'est une mauvaise interprétation des données et la génération d'informations inexactes, des false narratives, des grosses bêtises. Voilà, tout bêtement, le terme d'hallucination est assez proche. Donc, comment on essaye d'atténuer les risques d'hallucination? Donc, il va falloir que les personnes qui travaillent autour de l'IA fassent une IA beaucoup plus explicable ou que ça soit contraint par le législateur. Donc, transparence et explicabilité dans les systèmes d'IA. Mise en œuvre, ça c'est pour nous, de mécanismes robustes de vérification des faits. Renforcer la supervision humaine et la pensée critique dans le journalisme assisté par l'IA. Si dans les salles virtuelles, nous avons des patrons de presse qui pensent que l'IA va remplacer les journalistes, je suis désolé, il va encore falloir dépenser quelques salaires parce que ça ne marche pas. Il faut de la supervision humaine, il faut de l'humain qui connaît le contexte pour apprécier. Voilà, ça va certainement créer des nouveaux métiers, des prompteurs, des vérificateurs, des gens qui seront sur le terrain, mais qui ne vont pas forcément écrire. Il va peut-être y avoir des choses très différentes, mais en tout cas, il va y avoir besoin de beaucoup d'humains pour travailler avec ces machines. Et
Et ça, c'est la base de ce que va devenir le travail du journaliste. Ça va être un travail collaboratif. Travailler comme on travaille avec des experts de la data pour faire du data journalisme, avec des cartographes pour faire des cartes, avec des ingénieurs pour faire des sites ou des webmasters pour faire des applications ou des sites. Il va falloir travailler avec des experts pour imaginer des solutions à base d'IA dont on a besoin. Voilà, les collectifs internationaux de journalistes d'investigation travaillent avec des outils là, sur les Panama Papers et autres qui ont été développés avec des data analysts, des informaticiens pour travailler sur les Panama Papers, par exemple. Dernière partie, éthique et conseils pratiques. Comprendre les fondements de l'IA et de l'apprentissage profond, même pour les journalistes non techniques, surtout pour les journalistes non techniques, ça permet de mieux évaluer les informations et les applications basées sur l'IA. Vérifier les sources des informations générées par l'IA, même si les algorithmes peuvent produire du contenu de manière autonome, il est crucial de s'assurer que les sources sont fiables et vérifiées. Donc, allez vérifier ce que vous génère une IA. Et importance de la transparence dans l'utilisation de l'IA, vous avez le droit d'utiliser des photos générées par l'IA pour vos articles, mais il faut le mentionner. Toute utilisation de l'IA dans la création de contenu doit être indiquée. Et y compris si vous générez une description par l'IA. Vous devez écrire un article de 5 feuillets, vous êtes pressé par le temps et vous générez un feuillet de description qui vous semble plausible parce que vous y êtes allé et ça représente exactement ce que vous auriez écrit. Super, c'est à ça que ça sert. Mais vous devez le mentionner à un moment donné dans votre article. En début, en fin d'article, certains passages ont été générés par une IA ou rédigés avec l'aide de. Voilà. Tout comme quand on utilise une dépêche de l'AFP ou de Reuters, on met la base. Voilà. J'aime beaucoup cette photo parce elle est extrêmement crédible, et sauf qu'elle est complètement fausse parce qu'évidemment, la Statue de la Liberté n'est pas à côté de la Tour Eiffel. Mais quand on connaît un peu Paris, on voit que ça n'a aucun sens. Mais sur des gens qui connaissent pas bien Paris, on ne voit pas Notre-Dame à côté de la Tour Eiffel, comme on peut voir, ou les tours de la Défense juste derrière la Tour Eiffel. Mais là encore, j'ai fait un truc très simple. Hein. Je me suis amusé aussi avec les Champs-Élysées et à la place de l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel. C'est bluffant. C'est aussi bluffant qu'un Photoshop. Donc voilà. Adopter une approche critique lorsque vous utilisez des outils pour générer ou analyser du contenu. Vous devez être conscient des biais potentiels dans les données et les algorithmes. C'est-à-dire que les jeux de données ne sont peut-être pas les bons. Hein. Je discutais cette semaine avec des gens qui, eux, travaillaient sur l'intelligence artificielle en mode business et pour une approche développement durable, inclusive, etc. Et il disait que le principal problème, c'était les données, encore les données, que les données n'étaient pas propres, comme on dit dans le jargon, et qu'il fallait vraiment faire attention à ça. Protéger la vie privée et les données des individus lorsque vous utilisez des technologies d'IA. Vous devez être attentif aux questions de confidentialité. Vous ne mettez pas n'importe quoi dans l'IA parce que ça tombe ensuite dans une boîte noire pour le moment, hein, surtout ChatGPT, et en veillant à obtenir le consentement approprié lorsque c'est nécessaire. Tenez-vous informé des développements récents dans le domaine de l'IA parce que ça change tout le temps et les applications dans le journalisme suivent tout le temps. Sur LinkedIn, il y a plein de gens hyper intéressants à suivre. Voilà, ça vous permet de rester en veille sur les évolutions technologiques et ça vous permet aussi quand il y a quelque chose de facile à utiliser, vous vous dites, ça c'est pour moi. Et ça, c'est intéressant parce que tout n'est pas, dans cette masse d'outils, tout ne va pas être intéressant pour vous. Ça fait vraiment partie des choses importantes. Enfin, vous devez être conscient des implications éthiques parce que il faut respecter les principes de responsabilité, d'équité et de respect. C'est la base, mais c'est pas parce qu'on utilise de l'IA qu'il faut tout passer à la poubelle. Collaborer avec des experts en IA, avec des experts en éthique et en droit pour aborder de manière efficace les défis qui sont liés à l'utilisation de l'IA. Cette approche interdisciplinaire, moi, que je défends, peut permettre de mieux comprendre les implications et les risques qui peuvent être faits en matière de
règlement de la protection des données, en manière de confidentialité. Ça, c'est très important. Et en suivant ces conseils, vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle de manière responsable et éthique, tout en contribuant à informer le public de manière éclairée et transparente. Voilà. J'en ai terminé presque à la minute près cette présentation, ce qui nous laisse maintenant du temps pour les questions. Si vous n'avez pas d'idée de questions, eh bien, c'est le moment d'utiliser ChatGPT. Et non, moi, je ne l'utiliserai pas pour vous répondre. Voilà. Merci. J'espère que cette présentation vous a intéressé. Et maintenant, si je peux vous aider et répondre aux questions, ou si on peut imaginer et trouver des solutions ensemble, ce sera absolument super. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Ah, merci, cher Monsieur Naron, pour ces échanges et pour ces astuces que vous avez partagées avec le confrère. Je me suis amusé à faire un petit travail, à vérifier ce que ChatGPT dit de vous. Et est-ce que je peux partager mon écran? Hmm, un instant. Voilà. J'ai demandé par exemple à ChatGPT ce qui, Kossi Balao, il me dit que Kossi Balao est un réalisateur, un scénariste et producteur de cinéma originaire du Togo, qu'il est connu pour son engagement dans le cinéma africain et son exploration de thèmes sociaux et politiques à travers ses films. Je n'ai jamais été réalisateur, je n'ai jamais été producteur de cinéma, je n'ai jamais fait rien de tout cela. Donc, c'est d'accord, comme vous dites tout à l'heure, qu'il faut adopter une approche critique lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle. Bien sûr. La question d'une des participantes, avec les avantages que présente l'intelligence artificielle, ne pensez-vous pas que quelque part, l'IA vient rendre les journalistes paresseux? C'est une excellente question. La réponse est oui, évidemment. Comme le copier-coller nous a rendus paresseux, comme la vidéo smartphone nous a rendus paresseux en montage, la question c'est comment je combats cette paresse. Et évidemment que une fois qu'on a fait du copier-coller, ça peut nous rendre paresseux, mais ça peut être un outil absolument génial pour remonter un article sans avoir à entièrement le réécrire. Mes profs de journalisme me racontaient, ou mes premiers rédacteurs en chef me racontaient leur jeunesse, et ils me racontaient que quand un article partait à l'imprimerie, il était entièrement découpé, collé, tapé à la machine à écrire, et qu'à la fin, il ressemblait absolument à rien parce on jouait au Lego et on amenait une feuille toute scotchée à l'imprimerie. Je peux pas dire que mes premiers articles, ils n'aient pas été entièrement remodelés avec une phrase, tiens, ta phrase là, c'est une bonne info, mais il faut la mettre devant. Euh, Ton paragraphe, il faut le changer. Bon, l'IA, ça va être pareil. On va avoir des feignants, et puis les vrais malins sont ceux qui vont l'utiliser à leur plein potentiel. Une autre question, nous en avons beaucoup, comme la dernière fois. Tant Euh, mieux. ne voyez, ne voyez-vous pas que le recours fréquent à l'intelligence artificielle, surtout dans les milieux comme les nôtres en République démocratique du Congo, prédispose le journaliste au plagiat, à la légèreté dans la collecte, le traitement et la diffusion des informations, et au-delà, le plonger dans le fake news et la désinformation? Il y a un proverbe, alors je ne sais plus de quelle région d'Afrique, mais quelqu'un m'avait dit, c'est pas la machine, c'est l'homme. Et j'ai envie de vous répondre exactement la même chose. C'est pas la machine, c'est les journalistes. Oui, il est très facile de générer de la connerie au kilomètre, et en même temps, il est aussi très facile de générer des choses intéressantes, intelligentes, malines au kilomètre. Et euh, est-ce que c'est être feignant ou être malin qui est d'automatiser des prompts pour faire des modèles d'articles anti-fake news? On sait que la rapidité est la clé hein, quand vous avez peut-être beaucoup de désinformation. Rien ne vous empêche de faire des modèles d'articles et de changer la fake news et le débunkage euh, pour générer des articles beaucoup plus vite qu'on est capable d'écrire nous-mêmes.
Donc, oui et non, ça peut être aussi un outil formidable pour débunker l'information. Par exemple, quand je dis travailler en équipe, etc., j'ai cet exemple de Radio France, France Info, qui travaille avec des chercheurs de l'INRIA pour automatiser la vérification de tweets, c'est-à-dire de vérifier très vite si le tweet est fact-checkable. Hein, on se rappelle qu'il faut que ce soit un fait, machin, pas une opinion, tout ça, et de vérifier ensuite si le tweet est fact-checkable, et ensuite d'aller chercher dans les bases de données l'erreur et de vérifier ça. Donc, oui, il peut y avoir de la fainéantise, mais si les personnes en face sont fainéantes. Une question posée dans les commentaires sur Facebook. Comment faire pour que les articles générés par l'IA ne soient pas détectés par les algorithmes de Google? Et la question n'est pas terminée. Quel outil utiliser pour faire l'analyse pour rendre les contenus plus humains? La première question, comment faire pour que les articles ne soient pas détectés par les algorithmes de Google? Et comment rendre Là, les c'est articles plus humains? Oui. Ouais, alors la première, j'ai pas vraiment de réponse parce que il suffit de les publier en désactivant le SEO dans votre interface, dans votre blog ou dans votre CMS. Donc vous demandez juste à ce que ce soit pas référencé et ça doit être faisable. Ensuite, comment faire pour les rendre plus humains? Vous avez deux solutions. Soit vous les réécrivez, comme vous réécririez une dépêche d'agence, soit vous écrivez dans le prompt les modèles de comment vous voulez l'écrire. Voulez-vous l'écrire à la première personne? Voulez-vous l'écrire de manière amicale, etc., etc. Et là, c'est à vous d'imaginer le style d'écriture que vous voulez voir générer. Faut-il adopter un code d'éthique pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle en journalisme afin d'assurer la transparence sur son utilisation ou d'inclure des clauses dans les codes existants? Oui et La oui. question. Oui, oui et oui. J'ai lu la question. La question. Oui, oui, il est essentiel de se doter, que chaque rédaction se dote d'une charte. Il y en a, hein, il y en a en France, en Europe, aux États-Unis et dans certaines rédactions africaines, des chartes sur l'utilisation de l'IA, Ouais. notamment la base étant d'expliquer qu'on en utilise. C'est la base de la base, d'expliquer au lecteur pourquoi on le fait, quand est-ce qu'on y a recours, dans quel cadre, va vous permettre aussi d'avoir des codes internes à votre rédaction. Ça, c'est important, effectivement. Comment faire pour télécharger les deux outils de l'IA? Alors, bah, vous prenez les noms que je vous ai donnés, idéogramme par exemple, et vous allez sur le site web, vous vous enregistrez. C'est pareil pour ChatGPT. ChatGPT, il existe une application, mais vous pouvez aller directement sur le site, vous enregistrez et vous commencez à expérimenter. Je Est- vois juste la suite, quelqu'un qui dit est-ce que tous les outils de l'IA sont exploitables pleinement en Afrique? Euh, oui, en fonction que vous soyez sur téléphone ou sur ordinateur. Par contre, il y en a beaucoup qui sont payants. Voilà. ChatGPT, pour exploiter la version premium, euh, c'est 20 $ par mois. Donc, c'est pas rien, hein. Par exemple, moi, je ne me suis pas abonné. N'en ayant pas besoin tout le temps, je m'abonne pas tout le temps. Voilà. Ne pensez-vous pas que l'IA est une menace sérieuse pour un journalisme professionnel? Je pense que cette question rejoint celle de la consoeur qui souhaiterait savoir si l'IA ne rend pas les journalistes un peu plus paresseux. Une autre question de Bawa Ferdinand. Est-ce qu'à la longue, l'IA ne va pas nous renvoyer au chômage avec des facilités qu'elle représente dans le domaine du journalisme? Que faut-il faire? Tout ça, c'est sur les mêmes questions et des choses Wow. euh, très, très légitimes.
Je vais m'excuser, mes enfants sont malades, ils ont sans doute refilé quelque chose. Euh, Moi, je crois au journalisme augmenté. C'est-à-dire, l'histoire du journalisme nous a montré que la machine à écrire n'avait pas tué la typographie, que la radio n'a pas tué la presse écrite, qu'Internet n'a pas tué la télé, que le smartphone n'a pas tué la caméra, mais que toutes ces choses-là sont devenues complémentaires. Certains financiers, dans les rédactions, vont penser qu'ils vont faire des économies. Ceux-là auront tort. Tout comme ceux qui ont pensé que le journalisme Internet était un moindre journalisme ont eu tort et ça a duré 15 ans. Aujourd'hui, on en revient. Donc non, ça ne va pas nous mettre au chômage, mais il va falloir évoluer, tout comme la radio numérique a profondément modifié la radio et que celles et ceux qui n'ont pas voulu évoluer, qui n'ont pas voulu changer leur nagra, bande, magnétique, etc., se sont retrouvés dépassés, que ceux qui n'ont pas voulu utiliser d'ordinateur se sont retrouvés dépassés. Il va falloir, pour le coup, s'adapter parce que c'est la marche du monde. Ça va plus vite que prévu, mais ça ne va pas nous mettre au chômage. Et ça va simplement changer notre pratique en tant que journaliste. Mais les fondamentaux vont rester les mêmes. Fondamentaux du journaliste télé, radio, Internet sont les mêmes. Travailler avec l'IA, c'est un outil supplémentaire dans lequel on a des avantages d'écrire plus vite, de résumer, de générer de l'image, de synthétiser, de faire des graphiques automatiquement. Voilà, ça c'est les vrais avantages. Je réponds aussi à une question de quelqu'un qui demandait quels étaient les avantages. Harry s'est préoccupé par le fait de savoir s'il existe des outils capables de détecter des faux articles ou fausses informations rédigées par l'IA. Eh bien, c'est dur. Eh ben, c'est une question que je redoute parce que tout n'est pas simple. Voilà, et ça n'est pas, c'est pas au point. Voilà. Aujourd'hui, la plupart des gens qui essayent de détecter du plagiat, c'est plus facile de détecter du plagiat parce que ce sont des choses, des sources existantes que quelque chose qui a été entièrement généré. Vous pouvez regarder finalement la manière. Souvent, on a les mêmes styles de phrases. Mais, mais voilà. Après, vous allez vérifier en faisant des recherches, voyant si les faits sont repris à droite à gauche ou pas. Mais c'est très compliqué. La question de Dida, il nous reste encore quelques minutes. Bien sûr. On parle de la lutte contre la désinformation, mais comment lutter contre le nombre incalculable d'articles postés par jour, voire même par minute, par les pseudo-journalistes? On peut pas. On On peut peut pas. pas. On peut pas. On peut pas. Je suis désolé. C'est mon côté un peu pessimiste, hein. C'est la même chose. C'est la même chose avec dans la lutte contre la désinformation. On ne peut faire que des choses à notre échelle. C'est un problème beaucoup plus vaste qui doit être saisi par tout le monde, par la police, par le gouvernement, par les éducateurs, par les hôpitaux, etc., etc. La désinformation est partout, et c'est pas parce que dans fake news il y a news qu'il faut parler que ça ne doit incomber qu'aux journalistes. Nous devons faire notre part. Parfois, nous faisons même souvent, nous faisons plus que notre part, mais on peut pas tout faire. C'est juste pas possible. On est face à des gens qui sont sur des entreprises de désinformation pour des raisons d'argent ou de politique, et ça nous dépasse aussi. C'est que les choses soient claires. Une question que je trouve intéressante, la question de Macan qui demande quel avenir pour les journalistes radio avec l'avènement de l'IA. Ben, il y a encore plein de choses. Ça va être comme avec un journaliste. J'ai vu des démonstrations d'un truc qui s'appelait GPT Radio. C'est extraordinaire pour une radio locale. Il n'y a pas un humain dedans. Il va vous générer des playlists automatiquement en fonction de l'heure du jour et de la nuit. Il va vous générer des flashs d'infos avec des voix synthétiques, y compris avec Salut, c'est Eric. Vous écoutez Radio GPT autour du lac machin. Et aujourd'hui, le temps sera ceci, cela, les conditions de circulation sont fluides. Et puis au milieu d'une radio, au milieu d'une chanson, ah, nous venons d'apprendre qu'il y a un accident. Voilà. Et donc, il va transformer du texte en voix. Donc,
Oui, cette radio, elle peut tenir en mode info-service voiture, mais ce qui va vraiment faire qu'on va rester sur une radio, c'est l'âme et le reportage. L'anchorman, il peut avoir un intérêt quand il fait des bonnes interviews, mais ce qui va vraiment faire le sel et ce qui va vraiment être le plus important, ça va être le reportage. Le reportage écrit, le reportage audio, le reportage télé. Donc là-dessus, c'est là qui, je pense, il va y avoir le plus d'intérêt, la mise en son et aller au contact des gens. Trouver des choses vraies et pas juste recycler des choses. Voilà. Quand on fait ça, en tant que journaliste, c'est pas le boulot le plus intéressant. Donc, il va nous permettre aussi de faire les choses les plus intéressantes tout le temps. Est-il possible que deux journalistes ayant demandé assistance à l'intelligence artificielle puissent avoir un même rendu? Oui, c'est pour ça qu'il faut être très précis dans le prompt. C'est pour ça qu'il faut donner le maximum de choses parce que vous allez avoir des variations, mais ça va être grosso modo les mêmes idées qui vont être développées. Y compris parfois quand vous utilisez ChatGPT et Mistral, pour la même requête, vous allez à peu près avoir les mêmes choses. Donc, il faut bien, bien, bien travailler le prompt. Dire qui vous êtes, ce que vous faites, etc., etc. C'est tellement important ce que vient de dire M. Eric Naron sur le fait d'être précis sur les points. Quand j'ai demandé à ChatGPT qui est Eric Naron et écris-moi la biographie d'Eric Naron, les réponses sont différentes. Donc, il y a vraiment ce talent d'écriture que nous avons déjà en tant que journalistes que nous devons exploiter et c'est un avantage. Alors, ça, ce n'est pas ma question. Je préfère poser la question des confrères. Pouvez-vous noter quelques outils de vérification de tests? Je pense que le document de présentation du formateur vous sera partagé. Donc, vous aurez accès au document et vous aurez accès au nom complet s'il arrive que vous faussiez l'orthographe lors de l'écrit dans votre navigateur. Zoé Zaïd, journaliste algérien, pour la question. Avant tout, je souhaite prompt rétablissement à nos chers formateurs. Quelque chose malheur bon. Dit-on, si on considère l'IA du côté négatif, je pense que l'IA doit également renforcer le retour à l'investigation, à l'improvisation, l'empathie du jour lors de l'exercice de son métier. Je pense que c'est beaucoup plus une contribution. Oui, je peux pas être plus d'accord avec mon confrère algérien. Ça, c'est certain. Ça va nous permettre d'aller euh, vers les choses qui ont le plus de valeur ajoutée dans notre métier. Et cette question que je ne manque pas de poser à chaque formateur depuis le début, la question de savoir si un participant ou une participante à cette formation voudrait se servir de l'IA pour nous proposer un projet multimédia qui doit être financé. Pour vous, déjà, quelles sont les pistes? Un projet qui se sert de l'IA pour lutter contre la désinformation. Est-ce que vous avez, je sais que ce n'est pas préparé, mais du coup, est-ce que Non, vous non, avez comme mais ça des... j'ai réfléchi un petit peu à ça. Il y a une solution qui permettrait de vérifier, d'automatiser et de vérifier des images, savoir si l'image a été générée ou si elle a de travailler très vite les métadonnées pour ça. Euh, L'anti-plagiat, c'est difficile, euh, mais d'aller peut-être quelque chose en partenariat avec des ingénieurs, pour aller vérifier dans les bases de données si les choses dont on parle sont vraies. C'est ça aussi, ou une solution qui permettrait de voir directement dans Google s'il y a des choses approchantes, si les faits sont rapportés par d'autres personnes. Parce qu'il y a quand même peu de news qui sont notre apanage à nous. Voilà, je vois une pluie de cœurs sur mon écran et de pouces levés, je Ah. vous remercie, hein, c'est très gentil. Bonjour, je suis Anicette depuis Gaumont, toujours en RDC. Pensez-vous qu'il est facile de mettre à profit l'aventure IA pour résoudre la pression des fake news? Je pense pas avoir bien saisi la question. Pensez-vous qu'il est facile de mettre à profit l'aventure IA
pour résoudre la pression des fake news? C'est pas facile, mais, c'est possible. Mais il faut beaucoup, je pense qu'il faut beaucoup de travail. Je pense qu'il faut beaucoup de travail. Oui. En tant que journaliste fact-checker et spécialiste dans l'analyse des données, lorsque je fais recours à l'intelligence artificielle pour scraper les données, quels sont les risques que je cours? Les limites de l'IA, quelles sont les limites de l'IA lorsque nous faisons le scrapping? A priori, il n'y en a pas à partir du moment où vous utilisez un outil que vous maîtrisez. Il y a le risque, c'est que les données, en fonction du logiciel que vous utilisez, vous ne savez pas où vont les données. C'est-à-dire que dans des logiciels comme ChatGPT, ça va vous permettre, enfin, ça va nourrir l'algorithme. C'est-à-dire que tout ce que vous faites entraîne l'algorithme. C'est vous-même qui, qui nourrissez la machine sur des solutions de scrap classiques qui sont déjà, qui utilisent déjà des modules d'intelligence artificielle. Vous êtes peut-être plus sûr que vos données restent là où elles doivent rester. C'est, je pense, l'enjeu majeur, c'est où vont mes données. Microsoft, par exemple, s'engage, quand vous êtes sur les versions payantes, à ce que les données que vous mettez sur Microsoft restent à vous, comme Apple. C'est votre espace. Voilà. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. On n'est pas obligé de les croire, mais c'est ce qu'ils disent. Donc à vous. Là-dessus, ça nécessiterait presque un autre module que je serais bien incapable de vous fournir sur autant sur la sécurisation des données, je suis capable de dire des choses, autant sur où vont les données et notamment en data journalisme, là c'est où vont les serveurs, il faudrait des informaticiens ou des gens spécialisés dans l'architecture des réseaux. Su- Dans l'architecture des réseaux. Sur Facebook, je suis en train de lire une réaction d'un confrère. Alors, cette réaction peut vous étonner, je ne sais pas, qui dit que l'intelligence artificielle n'est que amusement et facilité, mais peut-être utile. Quel est votre avis? Ben, je comprends parfaitement ce qu'il veut dire, hein. Je pense que 90% des images que j'ai pu générer sur Ideogram sont des grosses conneries. Mais c'est avec ces, pardonnez mon langage, mais c'est avec ces bêtises qu'on apprend. C'est-à-dire que si je vous montre mon téléphone et si je vous montre toutes les photos que j'ai générées je pense que vous ne verrez pas, mais vous voyez les dessins. En fait, je me suis amusé au départ à générer des blagues, mais des blagues d'enfants. Donc j'ai généré un super-héros imaginaire qui s'appelle Super Tomate. Et donc c'est une grosse bêtise. Sauf que je me suis amusé à faire Super Tomate en photo, Super Tomate avec une photo très réaliste, Super Tomate dessiné comme un manga dessiné par tel dessinateur, Super Tomate dessiné en dark fantasy comme Doctor Strange, Super Tomate comme dans un comics des années 60. Je peux continuer pendant des heures. Ça m'a permis ensuite de réfléchir à toutes les possibilités et ensuite de générer des images de Paris. Paris sous la pluie, Paris avec une statue de la Liberté à la place de la Tour Eiffel, etc., etc. J'ai testé aussi des choses à Dakar, sauf qu'il le génère moins bien parce qu'il y a moins de données sur Dakar, etc., etc. Donc en fait, oui, au départ, c'est amusement, mais ça n'est que ce que vous en faites. C'est un outil. Vous vous rappelez également ce que j'ai dit à propos du marteau. Hein, vous pouvez vous amuser avec un marteau, vous pouvez tout péter avec un marteau, vous pouvez construire quelque chose. C'est à vous de voir. L'IA, c'est un outil. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis inscrit sur des groupes d'IA, sur des messageries type WhatsApp, où les gens partagent ce qu'ils ont fait sur l'IA. La majorité des gens génèrent des voitures et des dames en maillot de bain. Bon, voilà. Moi, j'essaye de faire autre chose aussi. Donc, ça passe par une phase d'amusement, mais en même temps, de leur prompt, je vois des idées de cadrage, d'appareils photo, de rendu qui peuvent être intéressants. Donc, oui, c'est utilisé beaucoup pour de l'amusement, mais ça peut être utilisé. Je vois des gens qui font des photos de pub. Moi, j'ai fait mon logo avec. J'ai illustré des articles de blog. Vous avez raison. Et en même temps, je pense qu'on peut aller à l'étape du dessus. Il nous reste très peu de minutes pour clore cette session. Nous venons de lancer le sondage. Nous vous prions, chers confrères, de prendre
quelques secondes pour répondre à ce sondage et nous d'évaluer ces connaissances que vous avez apprises au cours de cette session, nous dire si elle a été vraiment utile pour vous. Ça nous permet d'améliorer nos programmes et de savoir si les confrères ont réellement bénéficié des programmes que nous leur offrons. La question du journaliste ivoirien, Herman, qui veut savoir, est-ce que, je viens de perdre la question tout à l'heure. Ah, Voilà. Le confrère qui veut savoir, est-ce qu'on peut détecter les deepfakes? oui, on peut. On peut en analysant les couches alpha des différentes choses, hein. Vous avez un outil que je vous ai présenté la dernière fois, InVid, qui est un outil gratuit développé par l'AFP, qui vous permet de vérifier les vidéos. Et vous avez des outils dans Photoshop. Quand vous faites regarder la couche alpha, vous voyez si ça a été trafiqué ou pas. Je profite parce que je viens de voir Monsieur Nikez Moudourame Mawete de la RDC. Vous m'avez écrit, je vais vous répondre, c'est promis. Je vous remercie pour votre message. Je vais vous répondre. J'ai été très, très sollicité ces derniers temps, mais je vous répondrai. La question du journaliste ivoirien, enfin, quel IA estimez-vous meilleur pour la rédaction de tests? Ah, eh bien, débrouillez-vous. Euh, Parce que je n'ai pas de conseils à vous donner. ChatGPT fonctionne très bien. Moi, j'ai tendance à utiliser Mistral AI parce que c'est une solution française plus respectueuse des données, tout comme Claude, Claude AI, qui est une solution française européenne. Donc, j'ai tendance à privilégier des solutions dans lesquelles je sais que les données sont traitées de manière respectueuse. Et comme je suis européen, je sais ce qui se passe sur mon continent. Je connais mal les solutions africaines. Quand elles seront effectives, je vous encouragerai à utiliser des données qui restent sur votre sol avec vos lois, ou alors la Suisse. Donc, je vous dirais d'essayer, commencer par ChatGPT, aller ensuite sur les autres. Et en image, moi, en ce moment, je suis beaucoup sur Ideogram, mais pour une raison bête, hein, c'est parce que Ideogram fonctionne aussi bien que Midjourney, aussi bien que Stable Diffusion, mais il y a 25 générations gratuites. Voilà. Donc, donc ça fait partie des choses comme ça. Et Monsieur Kayumba, vous demandez mon contact, vous allez l'avoir parce que je l'ai donné au tout début de la présentation et vous allez l'avoir avec la présentation. La dernière question, puisque nous avons excédé les 30 minutes. Toute dernière question. Pensez-vous que l'IA va augmenter l'infodémie? Oui. C'est une réponse très nette. Vous pouvez générer des tonnes et des tonnes et des tonnes de vraies et de fausses informations. Oui, on n'est pas sorti des ronces. Oui, ça c'est sûr. En tout cas, Monsieur Naon, il n'y a pas eu que des questions, il y a eu aussi des messages de félicitations que je lis. Merci beaucoup pour cette formation très riche. Merci pour ces connaissances que vous partagez. Merci pour ce module. Des confrères qui sont satisfaits de ce qu'ils ont appris avec vous et ils ne sont pas seuls. Je me joins à eux ou à elles aussi pour vous dire Mm. merci pour votre disponibilité surtout. Nous sommes déjà à la fin du mois de mars, mais ça fait 3 fois que le forum vous a sollicité pour partager des connaissances avec des confrères. À chaque fois, vous avez dit oui. En tout cas, merci Écoutez, oui, moi, pour voilà, ça fait plaisir quand même. Ça fait vraiment plaisir. moi, je suis content de pouvoir partager ce que j'ai appris ces 15 dernières années et que je continue à apprendre à destination de journalistes qui sont sur le terrain. Je vois les pays, je connais je vois les pays d'où viennent les gens et je me dis, mais mon Dieu, mais quel courage vous avez. Donc voilà, moi, le moins que je puisse faire, c'est de sortir un peu de mes livres et de mes sites internet pour passer 1 heure avec vous. Voilà, je serais très content tant mieux si ça vous a plu. Et à très bientôt. Poursuivons la conversation sur d'autres canaux. Bon courage à vous en tout cas. Ne désespérez pas parce que le journalisme est plus fort que l'IA et on va toujours trouver un moyen de continuer à être journaliste malgré ces outils et grâce à ces outils, on va sans doute mieux le faire. Voilà, c'est le message que je veux faire passer. Je suis intimement convaincu que grâce à ces outils, on va réussir à mieux le faire.
On va Voilà. continuer à être journaliste comme le recommande Eric Naron jusqu'à avoir aussi comme lui des barbes blanches, pourquoi pas. Je vous le souhaite. Demeurer dans le métier, ne pas quitter le métier comme le livre du sociologue français Jean-Marie Charon qui dit hier, ils ont quitté la profession, des jeunes qui quittent la profession après 15 Oui, ans de carrière. On ne le j'en ai souhaite plein. pas. Voilà. Demeurer dans le J'en, métier. L'IA ne remplacera pas les journalistes en tout cas. Merci encore c'est pour ça. chacun d'entre vous. Et c'est la fin de ce sommet pour les confrères qui ont participé à 3 sessions. Le mercredi prochain, en tout cas la semaine prochaine, nous lancerons l'appel à candidature pour postuler. Et si vous êtes sélectionné, vous recevrez des bourses financières, d'une allocation financière ou un financement pour développer votre propre projet qui lutte contre la désinformation dans votre pays. Merci à tous les participants et les participantes à ce sommet que nous avons organisé en ce mois de mars. C'est un projet sur 3 ans, ce qui veut dire que l'année prochaine, nous aurons encore à lancer le sommet Empowering the Truth Summit. Alors, nous vous disons merci encore d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir participé à ces sessions que nous avions organisées. Merci aux formateurs aussi. Les autres ne sont pas là, mais je leur enverrai un mail. Merci en tout cas à vous. Vous avez animé 2 sessions. C'est la première fois qu'on a un panéliste qui prend 2 sessions, donc c'est un honneur pour nous encore une fois. Bonne fin de C'est un plaisir. journée, bonne fin d'après-midi. Et pour ceux qui n'ont pas, ceux qui ont raté la session, il y aura un récap, un journaliste qui va écrire le récap, le résumé des interventions clés qui seront publiées. Ces interventions clés-là seront sur notre site, le réseau international des journalistes. Je ne vais pas être très long. Nous sommes déjà à la fin. Au revoir. Bye.